Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc Sabrina Boulanger, chargée de projet en prévention chez Harmonie Mutuelle. Donc c'est avec GoHypnose. Donc c'est un webinaire que nous avons programmé cette année dans le cadre de notre programme Demain s'invente aujourd'hui. C'est un programme qui est proposé depuis plusieurs années par Harmonie Mutuelle et qui a pour objectif d'accompagner nos adhérents. Donc pour information, les webinaires proposés dans le cadre de ce programme sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Harmonie Mutuelle ou sur le site Harmonie Mutuelle Prévention. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras sont coupés et si vous avez des questions ou des remarques sur ce que je viens de dire ou au cours de la conférence, je vous invite à les inscrire dans la barre de conversation qui se situe à droite et nous y répondrons. L'intervenant à qui je vais laisser la parole dans quelques instants est un docteur spécialisé donc dans le sommeil et l'hypnose et qui collabore avec Harmonie Mutuelle. Monsieur Daniel Blohaguin, c'est à vous et je vous souhaite à toutes et à tous une agréable rencontre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de me confier votre heure, votre précieuse heure de fin d'après-midi pour entrer dans le monde merveilleux de l'hypnose. Enfin, je vous le souhaite. J'en profite pour remercier Madame Françoise Viguet et Sabrina Boulanger que vous venez d'entendre là, de m'avoir convié à exposer donc le sujet de l'auto-hypnose, ainsi que Robert Jarret, qui est responsable à Harmonie Mutuelle de ces projets de formation. Donc, avant de commencer, donc, je vais me présenter. Donc, je suis le docteur Daniel Blohaguin. Je suis on ne va pas dire que je suis spécialisé dans le sommeil, mais j'adore dormir. Et j'ai découvert aussi dans l'hypnose et l'auto-hypnose des moyens fantastiques de dormir et de gérer tout un tas de problèmes que je n'ai pas forcément, mais dont on peut facilement venir à bout, enfin facilement en tout cas, dont on peut venir à bout avec l'hypnose. Alors je constate tout de suite avant de commencer qu'il y a énormément de gens qui se connectent, je vous remercie. Je constate aussi qu'il y a une surreprésentation féminine, c'est très bien. Et j'aurai donc l'occasion un petit peu de vous donner un peu les différences entre les hommes et les femmes du point de vue de l'auto-hypnose, comme j'ai pu moi-même le constater dans mon entourage. Voilà. Là, vous avez donc le programme des conférences à venir. Donc, je vous engage à regarder un petit peu les dates et le calendrier, donc avant de passer sur le slide d'après. Donc, si vous avez des choses qui vous intéressent, il ne faut pas hésiter donc, à vous inscrire sur ces conférences. Alors, l'objectif de cette conférence, vous doutez bien qu'en une heure, vous n'allez pas avoir la technicité de gens qui pratiquent l'hypnose, en tout cas l'auto-hypnose depuis des dizaines d'années. Donc là, c'est un petit peu pour vous donner les bases et vous permettre de commencer à en faire chez vous, sachant que n'importe qui peut entrer en auto-hypnose et donc en hypnose, et on verra ça comment tout à l'heure. L'hypnose et donc l'auto-hypnose, ça sert à mieux vivre. On va le dire d'une autre manière, j'ai découvert ça il y a quelques années et a posteriori, je regrette mais énormément d'avoir découvert ça sur le tard parce que quand on est médecin, ces techniques-là sont peu pratiquées par les médecins, même si certains médecins, ce sont surtout les psychologues qui les pratiquent et puis les hypnothérapeutes. Mais les médecins ne sont pas trop formés à ces techniques-là, en ont un petit peu peur, on ne savent pas trop ce que ça veut dire, sont un petit peu sur un mode de défense ou en tout cas de prudence. Moi, je veux simplement vous dire que si je suis là en tant que médecin et que je mets donc ma crédibilité entre vos mains, c'est pas pour vous raconter des bobards. L'hypnose, c'est pas du pipeau. Sinon, je viendrai pas. J'ai d'autres choses à faire qu'enseigner des choses fausses et en tout cas du pipeau aux gens. A fortiori quand les gens décident de se mettre une heure en pause justement pour apprendre l'hypnose. Ça rime. Donc voilà. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est vrai, ça a été prouvé. Il y a des études, il y aura des sources bibliographiques à la fin de la conférence. Il y a des tas de livres. Il faut savoir quand même qu'en Chine, ils opèrent beaucoup sous hypnose et que dans les services d'urgence maintenant en France et dans les hôpitaux et dans les services de chirurgie, il y a maintenant des interventions. Alors pour l'instant, c'est de la petite intervention sous hypnose, mais en Chine, ils font des grosses interventions sous hypnose. Et donc, c'est une technique qui marche, qui est reconnue et qui n'est absolument pas du charlatanisme comme certains voudraient le croire. En tout cas, moi, je l'ai vérifié sur moi et sur mon entourage. On peut faire des choses fantastiques sous hypnose. Voilà. Alors, comment en fait il va falloir comprendre comment ça marche. En fait, c'est comme pour tout en médecine, quand on comprend ça, quand on comprend comment ça marche, on fait sauter un petit peu les freins à la compréhension. Alors là, je suis en train de regarder sur la barre à droite, il semblerait qu'on ne m'entend pas.
Donc, moi, j'ai une leçon qui est à fond chez moi, donc je vous engage à mettre le son un petit peu plus fort. Mais moi, en tout cas, moi, les retours que j'ai eus font qu'on m'entendait bien. Donc, si ça continue à poser des problèmes, n'hésitez pas à le signaler sur la barre, sur le côté. En fin de conférence, je vais vous donner une technique pour aller en auto-hypnose. Donc là, je vais vous présenter pendant 30 minutes une partie pratique, et dans les 30 dernières minutes, il y aura une partie hypnose. Ceux qui veulent la faire le font, ceux qui veulent me poser des questions dans la barre sur le côté pourront, j'essaierai de répondre, mais il y a tellement de monde aujourd'hui que je ne pourrai probablement pas répondre à tout le monde. En tout cas, vous aurez le choix entre essayer de le faire en direct ou le faire tranquillement chez vous après la conférence. Vous aurez accès, je crois, à cette conférence pour vous remettre un petit peu la technique dans la tête. De toute façon, c'est assez simple, donc je pense que vous n'aurez pas de problème pour vous en souvenir. Alors, la première question, c'est et si vous aviez déjà été en état d'hypnose à votre insu? Alors, je ne doute pas qu'en me regardant, vous allez peut-être tomber en hypnose. Je l'aurais espéré il y a quelques années, mais maintenant, c'est foutu. En tout cas, vous avez probablement pratiqué cet état d'hypnose à votre insu, dans des circonstances que vous avez tous vécues, qu'on a franchement tous vécues, comme par exemple la conduite sur route. Vous êtes sur autoroute, la nuit, il n'y a personne, il fait beau, vous êtes réveillé, vous fixez un petit point au loin, vous roulez avec ou sur la radio, et à un moment, vous allez vous retrouver chez vous en disant « mais j'ai pas vu le temps passer ». C'est une forme de pilotage automatique et c'est une forme d'hypnose. Alors, c'est pas de l'hypnose comme Mesmer ou de l'auto-hypnose, mais c'est un moment où le cerveau se déconnecte et vous partez en conduite automatique, c'est le cas de dire. Il y a des gens aussi qui ont fait des efforts sportifs, des trails et des choses comme ça, ou des courses à pied nocturnes. C'est souvent la nuit qu'on peut rentrer un petit peu en hypnose. Et en fait, on se rend compte que la notion du temps est vraiment extrêmement altérée quand on est en état d'hypnose et dans ces circonstances-là. Il vous est aussi arrivé de regarder un coucher de soleil et de vous rendre compte finalement que vous pensiez l'avoir regardé pendant 2 minutes alors qu'en fait ça fait 10 minutes que vous regardez le soleil se coucher. C'est aussi une forme d'hypnose. Vous regardez un tableau, vous vous mettez devant un tableau hypnotique au Louvre, je ne parle pas de la Joconde parce qu'il n'a pas d'intérêt particulier, mais vous pouvez me mettre devant certains tableaux qui sont absolument extraordinaires. Vous mettez devant le couronnement de Napoléon, plus exactement de Marie-Joséphine. Et là, vous allez être dans une forme de méditation devant la grandeur du tableau. Et c'est aussi une petite forme d'hypnose. Bon, les raids cyclistes, les gens qui font Paris-Brest-Paris, il y a un moment, ils roulent, ils ne savent même plus qu'ils roulent. On ne va pas dire qu'ils dorment en vélo, mais ils ont une notion complètement altérée du temps. Vous regardez un papillon, une fleur, et voilà, vous vous mettez dans un état de recherche, peut-être de bien-être intérieur. Donc retenez que quand on est sous état d'hypnose, le temps paraît filer beaucoup plus rapidement en fait. Mais avant d'aborder ça, l'hypnose et l'auto-hypnose, il va falloir qu'on torde le cou à certaines idées reçues qui sont autant de freins à la pratique de l'hypnose et de l'auto-hypnose. C'est normal d'avoir des idées reçues parce que ce qu'on envoie à la télévision, c'est essentiellement Mesmer. Et c'est ça aussi qui peut, l'aspect spectaculaire, l'aspect un petit peu élitiste peut vous laisser penser que c'est pour certains et pas pour d'autres. Non, l'hypnose et l'état d'auto-hypnose peut concerner tout le monde. Et les idées reçues sont un frein, ça va vous empêcher vraiment de rentrer dedans. Alors, première idée reçue, l'hypnose, c'est du charlatanisme, ça n'existe pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça n'existait pas, je ne serais pas là. Moi, j'ai plein d'autres choses à faire ce soir, plutôt que d'enseigner ou de montrer des techniques qui n'existent pas. Ça existe, c'est une technique de thérapie qui a été utilisée par les Sumériens dès l'Antiquité. Il y a 4000 ans, les Égyptiens, les Grecs l'ont fait. Après, il y a un médecin allemand qui l'a un petit peu théorisé, qui s'appelait Franz Anton Mesmer. En fait, le Mesmer, qui est notre Canadien, qui fait des spectacles d'hypnose, a repris le nom de Mesmer, il a rajouté un S, mais Mesmer, c'est un Allemand, un Autrichien plutôt, qui faisait de l'hypnose donc, au XVIIIe siècle. L'autre idée reçue, quand on est en hypnose, on dort. Non, on ne dort pas. Alors effectivement, dans tous les spectacles, c'est dors, je le veux. Moi aussi, des fois, je dis aux gens, dors, vous dormez, parce qu'il faut leur dire quelque chose.
Mais en fait, on ne dort pas. Quand on est en état d'hypnose ou en auto-hypnose, on n'est absolument pas endormi, on voit tout, on entend tout, mais on interprète peut-être différemment. En tout cas, on ne dort pas, ça c'est certain. Personne n'a jamais dormi en hypnose, et ce qu'on croit être du sommeil est en fait un état de conscience qui est modifié. Alors, on n'a pas trop de termes pour dire état de conscience modifié, on dit ça comme ça, mais c'en est un. Autre effet, autre idée reçue, l'hypnose est dangereuse. Bah non, l'hypnose, elle n'est pas dangereuse. Vous entendrez des gens qui disent bah, j'étais devant ma télé, j'ai voulu faire comme Mesmer, je suis rentré en état d'auto-hypnose, ça a duré pendant 3 jours, entre-temps j'ai fait un cambriolage. Non, tout ça c'est du pipeau. Quand on est en état d'hypnose, c'est pas dangereux et on en sort très vite. Donc les hypnoses qui durent des heures et des heures, non. Quand il a été décidé de sortir de l'état ou quand l'hypnothérapeute vous laisse revenir à l'état de conscience normale, voilà. Vous risquez pas de retomber tout ça. Tout ça, c'est des mythes. Ça n'a jamais été prouvé et jamais démontré, en tout cas. Donc, c'est pas dangereux, l'hypnose. L'hypnose peut nous faire n'importe quoi. Alors, on va dire non. Maintenant, si en état d'auto-hypnose, je vous demande de faire quelque chose qui va être dégradant pour vous, vous ne le ferez pas parce que dans votre cerveau, il y a des petites lumières, des petites alarmes qui vont s'allumer. Si je vous demande de faire la poule devant des gens à une fin d'une soirée, bon là, c'est pas très dégradant, vous le ferez, mais si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le ferez pas. Donc l'hypnose ne vous permet de faire que ce que votre cerveau a accepté de faire. Donc il y a plein d'alarmes, il y a plein de garde-fous dans votre cerveau, donc vous ne ferez jamais quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Pour avoir vu pour avoir donc été au contact de gens qui voulaient donc une hypnose rapide, ce qui m'est arrivé de faire, un petit peu comme le fait Mesmer, les gens ont peur qu'on leur demande de se déshabiller. C'est vraiment une hantise que les gens. Non, c'est impossible. Alors on va enlever un pull, on va s'arrêter là parce qu'à un moment, le cerveau va se dire ce qu'il me demande n'est pas normal. Donc vous inquiétez pas, sous hypnose et sous auto-hypnose, vous ne ferez que ce que vous avez envie de faire et pas ce que les autres ont envie que vous fassiez à votre détriment. Donc de ce côté-là, absolument pas de problème. L'hypnose est inefficace sur nos comportements. Alors ça, c'est encore faux, au contraire. C'est justement parce que c'est efficace sur les comportements qu'on en fait. Il y a des gens qui vont arrêter de fumer en une séance, d'autres pas. Il y a des gens qui avaient une phobie et qui, en l'espace d'une séance, n'auront plus cette phobie. Il y a des gens qui peuvent aussi passer de l'état de timidité à un état, moi j'ai vu comme ça, j'ai fait une fois une hypnose rapide chez un jeune homme qui était timide auprès des femmes. Je lui ai fait une séance d'auto-hypnose. Bon, bah après, il fallait l'attacher parce qu'il partait dans tous les coins. Donc, franchement, non. Ça change un comportement et l'hypnothérapeute espère que ça le change en bien, bien entendu. Donc, on peut être moins stressé, on peut mieux dormir. Alors, autre idée reçue, l'hypnose ne fonctionne pas chez tout le monde. Alors, c'est faux. L'hypnose, ça marche chez tout le monde parce que tout le monde a les zones qui vont permettre d'activer l'hypnose. Par contre, effectivement, certains vont mettre 1 heure pour entrer dedans, d'autres 10 secondes, d'autres mettront 2 jours. On y arrive, ça prend du temps, mais on peut tous y aller. Après, il y a aussi des histoires de lâcher prise personnelle. Mais globalement, on peut tous entrer en hypnose et en auto-hypnose. C'est une histoire de temps, en fait. Mais on est tous censés pouvoir y aller, quoi. L'hypnose, c'est un peu de la magie. Alors, bon, c'est vrai qu'on voyait les spectacles de Mesmer, entre autres, ça peut vous dire que c'est un petit peu magique. Alors, si la magie consiste à aller interroger des régions de son cerveau qui sont naturellement silencieuses et qu'on n'active pas, effectivement, c'est de la magie. C'est de la magie. Mais en fait, non, c'est un processus physiologique. On verra tout à l'heure sur un slide où se situent les zones activées dans le mécanisme de l'hypnose. On continue donc par les idées reçues. La dernière, qui est celle la plus courante, c'est l'hypnotiseur a un pouvoir spécial dans sa voix, son regard, un magnétisme. Bon, ça c'est du pipeau. N'importe qui, et c'est peut-être aussi le problème, n'importe qui peut être hypnotiseur. Hypnotiseur, c'est simplement des techniques. C'est une connaissance un petit peu du fonctionnement de la psyché humaine, mais surtout des techniques. Alors bon, il y en a plein, hein. Moi j'en connais quelques-unes, certains d'autres en connaissent beaucoup plus. C'est des techniques qu'on peut mettre en place. Alors effectivement, il y en a certains
qui sont meilleurs hypnothérapeutes ou hypnotiseurs parce qu'ils ont un meilleur contact avec les gens, parce qu'ils ont plus de bagou, parce qu'ils sont plus à l'écoute. Voilà, mais c'est pas un pouvoir. Chez vous, derrière l'écran, vous pouvez vous former à l'hypnose et dans 2 mois, hypnotiser des gens, il n'y a aucun souci. Donc voilà, l'hypnotiseur n'a aucun pouvoir. Je dis souvent, par métaphore, l'hypnotiseur, si vous voulez aller en haut d'une montagne, l'hypnotiseur ou l'hypnothérapeute va vous montrer le chemin, mais en aucun cas il va vous prendre sur le dos pour vous amener là-haut. Vous allez le suivre, il va vous dire par où passer, mais c'est vous qui allez faire le boulot. Lui, il va se contenter de vous montrer la route. Voilà, c'est déjà important de savoir par où passer. Donc voilà, l'hypnotiseur, c'est un montreur de voie, mais ça n'est absolument pas quelqu'un qui va vous prendre en charge. Lui, il y est pour rien, il va simplement vous expliquer un petit peu comment aller mieux dans votre vie, quoi. Alors, je vois qu'il y a plein de gens qui disent que c'est inaudible. J'espère que des personnes vont dire qu'ils m'entendent parce que j'espère que vous m'entendez, quoi. Alors, l'hypnose, c'est quoi au juste? Alors, schématiquement, il y a des gens qui disent que le son est parfait. Donc, je pense que en fait, ceux qui ne m'entendent pas ont des problèmes de réglage sur leurs ordinateurs. Alors, l'hypnose, c'est quoi au juste? Alors, on va dire que schématiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un état de conscience modifié. C'est pas un sommeil, c'est pas un rêve, c'est pas un éveil normal. Comme on ne sait pas trop ce que c'est, on appelle ça une transe hypnotique. Bon, conscience modifiée, ça veut bien dire ce que c'est. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment soi-même, mais on n'est pas non plus complètement différent. Il n'y a pas vraiment de terme en fait, parce que ce sont des notions un petit peu, comment dire, c'est très subjectif, et donc on n'a pas vraiment, moi quand je rentre en auto-hypnose, je suis toujours moi, mais je ne suis pas tout à fait le même. Mais je suis toujours moi quand même. Voilà. Donc, pour ceux qui arriveront à se mettre en hypnose ou qui ont déjà été hypnotisés, ils voient bien qu'en fait, le monde n'est pas tout à fait pareil. Par contre, cette sensation est très agréable. Ça, je vous confirme que quand on a goûté à l'auto-hypnose, on en fait tous les jours, et un petit peu parce qu'on se sent dans un bien-être vraiment important. Alors, il y a des gens qui parlent d'une phase de dissociation entre l'inconscient. Alors, je vous rappelle, c'est important de savoir ce que c'est que l'inconscient. C'est la partie psychique de notre être qu'on ne contrôle pas. Bon, c'est dans les grandes lignes. Et le conscient, c'est ce qu'on contrôle, c'est nos pensées. Donc l'inconscient, si vous voulez, va nous guider de façon inconsciente, à notre insu, va nous amener dans des chemins. Ça, on ne peut pas vraiment le contrôler. Par contre, on va pouvoir parler avec lui. On verra ça tout à l'heure. L'hypnose permet de rechercher donc dans son inconscient toutes les ressources inexploitées et méconnues qui vont permettre de modifier donc un comportement. Voilà, c'est ça en fait. On va aller voir l'inconscient pour lui demander des choses, et cet inconscient va le faire ou pas. En général, il le fait. Alors, on va dire qu'en pratique, c'est une forme de perte de contrôle qui est acceptée et consentie. Vous allez accepter de perdre le contrôle, mais c'est une perte de contrôle contrôlée. C'est vous acceptez de partir un petit peu sur le bas-côté avec votre voiture, mais en aucun cas, vous allez vous aller dans la barrière consciemment. Vous allez tout le temps être aux limites, et vous allez naviguer comme ça sur la route d'une façon très agréable. En fait, on est dans une bulle rassurante et thérapeutique quand c'est fait par un hypnothérapeute, ou thérapeutique quand on demande à son inconscient de gérer certaines choses. Voilà. Et l'auto-hypnose, en fait, c'est l'hypnose qui est faite par la personne elle-même. Donc, où on va voir un hypnothérapeute avec qui on va discuter, qui va vous mettre en état d'hypnose. Il a des techniques aussi. Ou alors, c'est une auto-hypnose, c'est-à-dire qu'on va le faire soi-même. On n'a donc pas besoin d'un thérapeute, mais on peut faire les deux. Alors, l'hypnose, à quoi ça sert? On en a déjà un petit peu parlé, mais on va y revenir un peu en détail. Donc, l'hypnose et donc l'auto-hypnose permettent de travailler sur certains aspects de son comportement par des suggestions précises. Vous allez pouvoir accélérer l'endormissement. Moi, quand je fais un petit peu d'auto-hypnose le soir dans le lit pour essayer d'accélérer l'endormissement, j'arrive même pas à la fin de l'hypnose que je dors déjà. Donc, ça peut être assez rapide. Ça permet d'améliorer l'insomnie chronique ou aiguë. Alors, je ne dis pas non plus qu'on claque des doigts et c'est bon. Il faut apprendre à faire de l'auto-hypnose, mais après quelques semaines d'entraînement, là, ça devient une pratique routinière et rapide. On induit une relation qui est propice au sommeil, c'est-à-dire que quand on est en état d'hypnose, d'auto-hypnose, on est dans un état un petit peu, on flotte un peu, et c'est cet état de flottement un peu déstressé qui fait qu'on va mieux entrer dans le sommeil. Ça diminue l'anxiété aussi. On peut mieux gérer son stress. Donc, pour les gens qui sont encore dans le travail, c'est intéressant.
Ça permet aussi de créer une bulle de protection, c'est-à-dire que en travaillant donc en auto-hypnose sur certaines suggestions, on va pouvoir être beaucoup plus étanche à toutes les agressions de la vie. C'est-à-dire que quand vous devez avoir une réunion où vous sentez que ça va être un petit peu tendu, un petit peu nerveux, quand vous savez que vous avez une réunion de famille où vous sentez que ça peut déraper, faites une petite séance d'auto-hypnose avant pour demander à votre inconscient de prendre les choses avec philosophie, avec recul, avec hauteur. Vous allez voir que vous allez être beaucoup moins dans l'affect et beaucoup moins dans l'agression. Et donc, ce sont des petites techniques qui, alliées à toutes les techniques d'ancrage sensoriel, et ça fera peut-être un jour sujet d'une autre conférence, mais avec des ancrages sensoriels et une bulle de protection que vous développez en auto-hypnose, vous allez être beaucoup plus à même d'affronter une situation un petit peu tendue. Bon, on peut diminuer des douleurs de migraine. Bon, moi, je ne suis pas concerné par la migraine, mais certaines personnes arrivent avec l'hypnose à diminuer tout ça. On peut travailler sur un comportement, on travaille sur l'ego, la diminution de l'agressivité. Ça, travailler sur l'ego, ça marche vraiment très, très bien. Alors, il y a une dame qui demande est-ce que l'hypnose permet de calmer des douleurs à long terme? Je pense que ça permet de prendre du recul par rapport à la douleur. C'est-à-dire plus que calmer la douleur elle-même, ça permet de la relativiser. Et d'ailleurs, il y a des interventions douloureuses qui se font sous auto-hypnose et les gens n'ont pas mal. Ou plus exactement, ils sentent une sensation, mais ils ne la relient pas à quelque chose de désagréable. Un peu comme quand on a une anesthésie dentaire, on sent bien que le dentiste il fait quelque chose qui pourrait faire très mal s'il n'y avait pas une anesthésie, mais on n'a pas mal. On sent, ça farfouille, ça trafique, ça gratte, mais ça fait pas mal. C'est un petit peu ça qu'on recherche. On peut modifier son comportement alimentaire. Pendant un temps, j'avais fait l'essai pour voir un petit peu. Je me suis dit, donc, pendant 2 mois ou 3 mois, je vais arrêter de manger du fromage. Je passais au rayon du supermarché, ça ne me faisait rien, je n'achetais pas de fromage. Bon, il se trouve que j'aime ça, donc j'ai repris le fromage. Mais sinon, on peut tout à fait arrêter un aliment avec quelques séances d'hypnose, ça marche très bien. On peut améliorer son humeur si on est dépressif. Alors bon, je ne dis pas qu'il faut supprimer tous les traitements non plus, hein, mais je pense que ça peut améliorer. Donc moi, je ne suis pas dépressif, je ne peux pas le juger vis-à-vis de moi, mais les gens qui ont fait de l'hypnose et qui étaient un petit peu dépressifs, ça permet de prendre du recul et d'accepter des situations, quoi. Arrêter de fumer, bon, il y a des gens qui arrêtent en une séance, qui sont à 2 paquets par jour depuis 30 ans, qui arrêtent en une séance et qui ne reprennent pas. Donc vous voyez un petit peu la puissance de la chose. Mais en fait, ce n'est pas l'hypnotiseur, hein, comme je vous dis, hein, c'est le cerveau de la personne qui a décidé de faire ce travail-là. On peut lutter contre une phobie. Alors c'est difficile de lutter contre une phobie parce que le substratum de la phobie, c'est souvent que c'est une canne nécessaire à l'inconscient pour continuer d'avancer. C'est-à-dire que la phobie est constructive. Moi, je ne vous dirais pas ma phobie, mais je pourrais tout à fait l'arrêter. Mais je pense que si je n'avais pas cette phobie, je ne serais peut-être pas comme je suis là. C'est-à-dire que la phobie, alors il y a des phobies qui sont extrêmement terriblement handicapantes, hein. Celui qui a la phobie des autres, il ne sort plus de chez lui. Donc là, effectivement, il faut travailler là-dessus. Mais il y a d'autres phobies dont on peut tout à fait vivre avec. Parfois, quand on est confronté à ça, ce n'est pas agréable, mais on arrive à vivre avec. Et ça permet aussi peut-être de conserver un petit peu de soi-même et non pas d'être lisse et étanche à toutes les émotions. Ça peut stimuler les capacités intellectuelles, renforcer la mémoire, la concentration, l'acuité psychique. Ah, moi, il y a un truc que je fais. Quand je ne me souviens pas d'un nom, d'une date ou des choses comme ça, je me mets en auto-hypnose et en général, en quelques secondes, ça revient. C'est un petit peu comme si l'inconscient allait dans la zone de la mémoire, allait chercher l'information, vous la restituait. Ça marche très bien. Dit d'une autre manière, quand je suis en auto-hypnose et que j'essaye de rechercher je sais pas, un artiste ou un écrivain ou quoi, c'est un petit peu comme si vous voulez, je progressais dans un univers avec plein de noms, que j'écartais tous les noms, et qu'à un moment, il y a un nom qui est devant moi, et c'est celui-là. Ouais, c'est un petit peu cet effet que ça me fait. Ça, on peut aussi renforcer son estime de soi. Quand les gens qui sont en dépression, ben, ça peut leur faire du bien de se dire, ben non, je ne suis pas mauvais, je ne suis pas nul, j'ai quand même des choses que je peux faire, donc ça peut être intéressant pour ça. Donc vous voyez, l'échantillon des modifications du comportement est très important. Donc je vois une question, est-ce que l'hypnose ou l'auto-hypnose peut avoir une action sur la physiologie, au final sur le physique? Bah oui. Tous les sportifs de haut niveau, ils ont des psychologues avec eux et ils ont aussi des hypnothérapeutes. Quasiment tous. Des hypnothérapeutes qui vont travailler sur leur... alors, ils s'appellent peut-être pas forcément hypnothérapeutes, mais ils vont travailler sur leur comportement, sur leur appréciation de la compétition, sur les notions d'échec, de réussite. Voilà, donc ils sont tous, on va pas dire suivis, parce que ce ne sont pas des malades, mais ils sont tous accompagnés
au haut niveau, hein, je parle. Hein. Au haut niveau, ils ont tous des gens autour d'eux qui vont les coacher et leur permettre de faire de la visualisation, par exemple. Autre question, docteur, sur le fil de conversation. Oui. L'hypnose est-elle efficace sur l'apnée du sommeil? Pardon? Est-ce que l'hypnose, l'auto-hypnose, est-elle efficace sur l'apnée du sommeil? J'ai pas vu aucun article là-dessus, et je pense que non, parce que l'apnée du sommeil, c'est un mécanisme physiologique qui correspond donc à une fermeture de l'orifice destiné à laisser passer l'air, lié à un affaissement des voies respiratoires avec l'âge, à la position allongée sur le dos. Donc non, en plus, je n'ai vu aucun article là-dessus, donc je pense que l'apnée du sommeil, un truc qui marche très bien, ce sont les gouttières qui permettent d'avancer les mandibules et qui vont ouvrir finalement le passage à l'arrière en oropharyngé qui fait que l'air va passer mieux. Mais alors après, on peut en faire, hein, je veux dire. Mais se dire, je calme, je traite mon apnée du sommeil avec l'hypnose. Bon, moi, je veux bien tout entendre, mais il va falloir me le montrer, me le prouver, quoi. Mais bon. Alors, je vois quelqu'un qui dit, est-ce que ça fonctionne sur les crises de panique au volant, par exemple? Bien sûr que ça fonctionne. Et même, j'ai testé l'auto-hypnose sur une autoroute la nuit pour voir comment je conduisais. Alors, le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment dans sa voiture. Donc, on est un petit peu ailleurs. Donc, je ne le conseille pas. Mais sur tout ce qui est psychologique, panique et tout ça, l'hypnose, ça marche très, très bien. Autre question, est-ce que ça peut avoir un effet sur les acouphènes? Alors là, encore une question à laquelle je ne peux pas répondre. Il faut savoir quand même que, bah oui, mais voilà, je vois la question là. Il faut savoir que les acouphènes, donc c'est ce sifflement désagréable dans les oreilles, ce sifflement, on va dire entre guillemets, n'existe que quand on y prend, conscience. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui ont des acouphènes, dès qu'ils décident de ne plus les entendre, les acouphènes ne sont pas gênants. Dès qu'ils décident de les entendre, alors ce que je vous dis est très, très spécial, mais c'est la perception de ce bruit qui va engendrer un état de malaise ou en tout cas une sensation désagréable. Alors là-dessus, l'hypnose peut aider à calmer ça. Ça peut dire, bon, bah voilà, j'ai des acouphènes, mais je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, il ne va pas les enlever. Mais c'est la perception des acouphènes qui fait qu'effectivement, sous l'hypnose, on va décider de relativiser ça. Voilà. Moi, personnellement, j'ai des acouphènes. J'ai des acouphènes la nuit, j'entends Au début, je croyais que c'était la chaudière, puis je me suis rendu compte que ce n'est pas la chaudière, c'était moi. Mais ils ne me gênent absolument pas. Par contre, quand je suis dans le noir, je décide de les entendre, je vais les entendre. Et après, quand je décide de ne plus les entendre, je ne les entends plus. Voilà. Alors, il y en a certains qui sont extrêmement désagréables parce que c'est des sifflements en permanence. Mais la gestion psychologique des acouphènes est extrêmement importante. Voilà. Mais pourquoi pas l'auto-hypnose? De toute façon, je vous engage à faire de l'auto-hypnose pour tout ce que vous voulez. Alors bon, quelqu'un qui a un gros problème de santé, il faut quand même penser que la chirurgie ou les traitements peuvent être efficaces aussi. Donc, je ne vous engage pas à arrêter vos traitements. L'hypnose, ça ne permet pas de faire repousser un membre qui a été amputé. On est bien d'accord. Par contre, ça peut permettre de mieux accepter la chose. Et peut-être éventuellement de diminuer le syndrome du membre fantôme, par exemple. C'est un exemple. Essayez-le pour tout. Essayez-le pour tout. De toute façon, ce n'est pas dangereux, vous pouvez le faire. Ça ne vous coûte rien d'essayer de le faire et de voir un petit peu les différences après. Voilà, donc l'hypnose permet de ressentir un bien-être, un état de détente ou un sentiment d'évasion. Ça, je vous le dis, hein, le sentiment d'évasion. Une fois, je suis rentré en voyage en avion, je me suis mis en auto-hypnose au départ et en atterrissant, j'ai pensé qu'il s'était passé 2-3 minutes. Comme ça modifie la perception du temps, quand vous mettez en auto-hypnose dans le train ou dans l'avion, vous allez avoir l'impression que le voyage s'est effectué beaucoup plus rapidement. Donc, ouais, c'est des petits avantages. Alors, est-ce que vous expliquerez comment faire de l'auto-hypnose? Madame Bocheron-Monnier, on est à la 19e, au 19e slide et ça va arriver très, très vite. Mais là, il faut que vous connaissiez, vous ayez un petit peu toutes ces notions-là pour pouvoir justement permettre le lâcher-prise. On en reviendra tout à l'heure. Comment ça marche l'hypnose? Alors, c'est important de savoir que ça marche et que c'est pas une technique comme ça, un petit peu, vous savez, maintenant on invente une médecine douce tous les jours. Là, quand même, on a quand même maintenant des preuves. Alors, l'hypnose, elle va agir sur plusieurs zones du cerveau qu'on a tous, qui sont majoritairement situées dans l'hémisphère gauche. Donc, vous voyez déjà, on le sait.
et qui vont s'activer, on verra tout à l'heure, c'est le A, ou qui vont se désactiver que sous hypnose ou auto-hypnose. Bref, on a mis des gens dans des IRM fonctionnels. Les IRM fonctionnels permettent de voir le fonctionnement du cerveau pendant qu'on pense, qu'on fait des calculs mentaux, voilà, quand on est triste et tout. Des endroits du cerveau vont s'allumer avec des couleurs différentes. Et quand les gens se mettent dans l'anneau d'IRM et se mettent en auto-hypnose, il y a des zones qui s'allument, qui ne s'allumaient pas avant, et d'autres qui s'éteignent, qui étaient allumées avant, qui s'éteignent. Il y en a quelques-unes, je vais les mettre après. Bon, vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur, mais vous verrez que ça a été très bien étudié. Donc, de ce côté-là, on sait qu'à l'IRM, il se passe des choses quand on est en hypnose. Donc, ce n'est pas du pipeau, comme je disais tout à l'heure. Il y a des choses qui se passent. Bon, maintenant, on est au tout début des découvertes des fonctionnements, mais avec l'amélioration des technologies, on va réussir, je pense, à en savoir un petit peu plus dans les années qui arrivent. Bon. Donc, on va avoir une activation des régions occipitales, c'est le siège de la vue. C'est pour ça que quand on est en hypnose, on peut faire croire à des choses, des hallucinations visuelles. On peut faire croire à quelqu'un, je sais pas moi, que dans une salle tout le monde est nu, ou alors qu'il n'y a plus personne, ou alors qu'il n'y a que des vedettes de télévision dans la salle. Donc ça fait activer, si vous voulez, ce cortex occipital qui se trouve derrière là, qui est le siège de la vue. Hein. Ça c'est connu. Il y a une activation des zones pariétales. Les pariétaux, ils sont sur les côtés, là, au niveau des tempes. Et c'est ici aussi qu'on a qui arrivent toutes les sensations corporelles. Donc, l'hypnose va accentuer notre capacité d'attention et de création, et ça va booster notre imagination. C'est pour ça les gens peuvent se raconter des choses en hypnose. On peut faire des voyages incroyables. On peut aussi voyager dans les étoiles. Hein. Maintenant, il y a des nouvelles techniques qui permettent de sortir de son corps et d'aller voyager sur Mars et Jupiter. Ça coûte moins cher que prendre une fusée, c'est moins dangereux. Et c'est tout autant plaisant. Voilà les 6 régions qui s'activent ou qui se désactivent. Le cortex, alors je vais vous les citer, il n'y aura pas d'interrogation écrite, mais simplement sachez que ça existe, ce n'est pas des vues de l'esprit, ça existe, on l'a observé. Voilà, donc vont s'activer le cortex visuel extatrié occipital, on en a parlé, c'est derrière. Le lobule pariétal inférieur, c'est sur les côtés ici. Le cortex prémoteur adjacent et précentral, c'est ici, devant, là. Le cortex prémoteur, il se trouve ici. Le précuneus va se désactiver et le cortex singulaire antérieur dorsal va se désactiver aussi. Donc ça, c'est des zones, les 2 derniers, qui sont actifs normalement et qui, sous auto-hypnose ou hypnose, se désactivent. Donc, vous voyez, il y a 4 régions qui vont s'allumer sur l'IRM et 2 qui vont s'éteindre. Ça, c'est quand on est sous hypnose. Alors, comment parler à son inconscient? Parce qu'en fait, l'hypnose, c'est un discours avec l'inconscient. Alors d'abord, c'est quoi l'inconscient? Alors, ce sont des notions purement subjectives. Pour l'instant, il n'y a pas de machine à calculer l'inconscient. On ne montre pas l'inconscient encore à l'IRM. On ne sait pas trop où ça se situe. On ne sait pas trop non plus, si on veut extrapoler, ce que c'est que le concept de mort du point de vue de la pensée, de l'âme. On en est au tout début des recherches parce que justement, notre technologie nous permet maintenant d'aller dans le fonctionnement du cerveau, dans la pensée. Donc voilà, on pense que l'inconscient, c'est quelque chose qui nous dirige et qu'on ne contrôle pas et qui est situé au plus profond de notre cerveau. Alors, aussi curieux que ça puisse paraître, l'hypnose et l'auto-hypnose vont permettre de parler avec lui. Alors, ça va pas être des discussions d'un très haut niveau philosophique, ce ne sera pas non plus des discussions de bistrot, ça va être relativement simple. Alors, avant de parler à son inconscient, il faut savoir à qui on s'adresse. Alors, l'inconscient, c'est assez primaire. On estime que l'inconscient a 7 ans d'âge. Donc, c'est quelque chose de relativement primaire. Hein. Ce n'est pas non plus un type qui est dans votre cerveau et qui a un QI à 180. Non, c'est un enfant qui a 7 ans à qui il va falloir parler simplement. Alors bon, pareil, hein, me demandez pas comment on sait qu'il a 7 ans, c'est comme ça. Et donc, il ne comprend que les choses un petit peu simples et pas trop compliquées, comme un enfant de 7 ans va les comprendre. Donc, une conséquence s'impose, il va falloir lui parler avec des mots simples. Si vous dites à votre cerveau, si vous dites à votre inconscient, j'en ai marre, je suis hypochondriaque, j'ai un syndrome hémicérébelleux gauche, là, votre inconscient, il va décrocher complètement. Il faut prendre des mots simples et pas rentrer dans de la grosse technique. On verra quelques exemples tout à l'heure. Donc, ne lui parlez pas de vos grosses maladies comme ça, il ne va pas les comprendre. Dites-lui ce que vous voulez avoir, quel est le service qu'il pourrait vous rendre. L'inconscient ne comprend pas la négation. Si vous lui dites
Je ne veux plus être malheureux, il ne va pas comprendre. Si vous lui dites je veux être heureux, là, il va déjà commencer à comprendre. Donc, ne lui dites pas pas de négation. Si vous dites j'aimerais ne pas pouvoir ne pas me lever le matin, votre inconscient, là, il va pas du tout comprendre. Et moi, déjà, je n'ai pas compris ce que je vous ai dit, alors votre inconscient ne va pas. Donc, des phrases très simples, de manière à ce que ça aille directement au but. Et puis, il va falloir aussi aller directement à l'essentiel. Si vous lui dites j'aimerais bien arrêter de manger n'importe quoi. C'est quoi n'importe quoi pour vous? Donc, ça va être quoi pour le cerveau? Si vous dites à votre inconscient, j'aimerais ne plus manger de fromage, là, il va comprendre. Si vous dites, j'aimerais ne plus manger d'acides gras saturés et au bénéfice d'oméga 3 et d'oméga 6, votre cerveau, il va décoincer, quoi. Il ne pourra pas comprendre ça. Donc, ouais, il faut vraiment aller sur des choses simples. Si vous voulez dire que vous voulez plus être anxieux, demandez-lui d'être bien, d'être détendu tout le temps. C'est un petit peu la bulle de protection dont on parlait tout à l'heure. Si vous lui demandez de ne plus avoir peur des araignées, les phobies, c'est quand même assez difficile à lutter avec l'hypnose. Alors, sous hypnose et auto-hypnose, on peut lutter contre. Par contre, quand on n'est plus sous état d'hypnose et tout, la phobie quand même revient. Donc, il faut demander à votre cerveau, à votre inconscient de les ignorer. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme ça. Que dire pour arrêter de fumer? Pardon? Que dire pour arrêter de fumer? Arrêtez de fumer. Voilà, une personne qui souhaite arrêter de fumer, quand il parle à son inconscient, que doit-il lui dire? Lui demander. Alors, il y a des petits exemples, je vous les dirai tout à l'heure. Mais c'est arrêter de fumer, hein, clairement. Je veux perdre du poids plutôt que de dire je suis trop gros. Trop gros, ça ne veut rien dire pour l'inconscient. Déjà, il y a des gens qui s'estiment trop gros alors qu'ils ne le sont pas. Et d'autres qui s'estiment normaux, entre guillemets, alors qu'ils ont un indice de masse corporelle à 35. Donc, vous voyez, ça veut dire... Moi, je vais en Bretagne, quand on demande aux gens, buvez combien de vin par jour, ils répondent comme tout le monde. Je dis, c'est quoi comme tout le monde? 3 verres. Oui. Donc, c'est déjà culturel, c'est subjectif. Donc, ne lui demandez pas ce genre de choses. Vous ne lui demandez pas de retrouver votre poids de forme. Je ne sais pas ce que c'est que le poids de forme, lui. Vous pouvez lui dire de mettre en place ses ressources pour essayer de manger plus sainement, de manger moins de graisse, moins de choses comme ça. Ça, il peut le comprendre. Alors, vous allez lui parler à la deuxième personne du pluriel, vous. Alors, moi, la première fois où on m'a expliqué ça, ça m'a fait un peu sourire en disant, tiens, maintenant, il faut vouer son inconscient. L'inconscient, il est à moi, j'ai le droit de le tutoyer si je veux. Sauf que l'inconscient, vous n'avez pas accès directement. Vous allez être obligé de prendre des formules de politesse. C'est ce qui est recommandé. Alors, bien sûr, pareil, rien n'a été prouvé de ce côté-là, mais c'est pour marquer la dissociation entre vous, c'est-à-dire ce que vous êtes, et lui. Lui qui est quand même, qui va vous faire des choses que vous n'avez peut-être pas envie de faire. Vous savez, hein, il y a des gens qui disent « Ah bah c'est inconscient, je lui ai mis une claque et je me suis rendu compte en lui mettant une claque que je ne voulais pas lui mettre une claque, alors que le coup est quand même parti. » Donc quelque part, il y a une réaction qui est même peut-être des fois primaire. Votre inconscient, lui, il est quand même mouillé là-dedans. Donc il faut le prendre avec respect et donc instaurer ce climat de respect. Alors, je vous dis, hein, tout ça, ce sont des mots, bien entendu, mais les mots M-O-T-S, c'est ça qui entraîne les mots M-A-U-X. Donc, il faut vraiment le respecter et il vous le rendra au centuple. Et quand vous avez fini la transe hypnotique, donc ce moment où vous êtes en état de transe, c'est-à-dire quand transe, alors ne voyez pas dans la transe le type qui marche sur les charbons ardents ou le type qui commence ou la crise de folie. Non, c'est pas ça les charbons ardents. La transe hypnotique, c'est simplement quand vous êtes en état d'hypnose. Voilà, donc il faut le remercier à la fin pour tout ce qu'il fait pour vous, parce qu'il n'est pas obligé de le faire, et il le fait. Donc il faut lui dire merci. Il ne faut jamais oublier que l'inconscient, c'est un peu vous, mais c'est une partie cachée, et pour laquelle vous n'avez pas un accès libre, et en plus, l'inconscient ne va pas vous permettre de parler comme ça. Alors, effectivement, il y a les lapsus qu'on peut faire, qui font partie du langage de l'inconscient. Dire à quelqu'un, faut surtout pas que je dise ça, surtout pas que je dise ça, boum, vous allez le dire. Il y a une chose aussi qui est importante et impressionnante avec l'inconscient, et c'est toujours ce qui est raconté quand on se forme à l'hypnose et tout, c'est qu'il y a des choses qui sont curieuses. Par exemple, si je vous dis à toutes et à tous qui êtes là, surtout, messieurs les participants et mesdames les participantes, ne pensez pas à un éléphant rose. Eh ben, ça ne va pas rater. Vous l'avez tous dans la tête, l'éléphant rose. Et quand vous avez l'éléphant rose, après, il faut l'enlever.
C'est un petit peu comme si je vous mets comme musique le petit bonhomme en mousse ou René la taupe, vous allez l'avoir dans la tête pendant un petit moment, quoi. Donc sachez bien que tous ces petits parasitismes de l'esprit, l'inconscient n'est jamais très loin pour les gérer, quoi. Alors on va aller dans le dur. Comment accéder à l'auto-hypnose? En fait, c'est ce qui vous intéresse, mais ce dont je viens de vous parler est très important pour vraiment accéder à ça. Il y a une quinzaine de techniques. Je vois quelqu'un qui dit, Madame Solaro, notre inconscient désire nous protéger. Bah oui. C'est peut-être lui demander l'autorisation de faire quelque chose que l'on n'ose pas faire. Éventuellement, pourquoi pas. Mais il est là en protection. C'est nous, hein, l'inconscient. Hein, il ne nous veut que du bien. Mais il faut lui demander. Voilà. Donc, il y a une quinzaine de techniques différentes. Alors, elles sont marquées. La méthode musicale, on écoute une musique apaisante. Bon, bah, c'est Hare Krishna. C'est des concerts de musique indienne. Donc là, effectivement, bah, on va flotter un petit peu. La lévitation du bras. Bon, moi, je la pratique couramment maintenant. Mais bon... faut quand même avoir bien fait ses gammes en auto-hypnose pour pouvoir le faire. La méthode dite du troisième œil, on imagine qu'ici on a un œil, bon, c'est aussi réservé à des gens quand même qui ont une bonne pratique. La méthode des moines du Mont Athos, le Mont Athos c'est en Grèce, méditation axée sur la respiration abdominale, bon bah là on n'est pas loin du yoga aussi. Vous comprendrez que tout ce qui est sophrologie, yoga, hypnose et programmation neurolinguistique PNL, tout ça, c'est une même famille de techniques un petit peu différentes, mais il y a beaucoup de recoupements. Vous avez les méthodes de Bandler et Grinder, là, c'est deux psychologues ou deux médecins, je ne sais plus, qui ont fait beaucoup d'études sur l'hypnose. Là, c'est la visualisation de soi par l'extérieur, je l'ai déjà faite. Elle est assez longue à faire, mais elle est extraordinaire. Mais par contre, là, pareil, il faut le vouloir. La méthode Elisabeth Erickson, induction en spirale, celle-là, je ne la connais pas, mais il y en a encore plein d'autres. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est celle avec laquelle j'ai appris, et c'est celle qui est à la portée de tout le monde. Je vois méditation pleine conscience, bah oui, ce sont aussi toutes les techniques qui sont citées, la sophro, le yoga et tout ça, ce sont aussi des manières de rentrer en hypnose et d'aller vers un état de détente totale. Sauf que toutes ces méthodes-là ne s'adressent pas à l'inconscient. Donc, il faut bien le savoir. Ce sont des méthodes de détente qui sont importantes, hein, je ne dis pas, mais là, on va parler à l'inconscient. Donc, la technique de focalisation du regard, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est un petit peu un ensemble de tout ce qu'il y a avant. Ça permet d'obtenir un état de transe relativement rapide sur les néophytes. Alors, je vais vous mettre les deux slides qui vont en fait conclure la conférence. Il y a deux solutions. Vous les lisez, de toute façon, je vais les lire, et vous essayez de le faire. Soit vous attendez d'être dans le calme tout à l'heure pour essayer de le faire, parce qu'il y a une chose qui est particulière, c'est que quand on n'arrive pas à se mettre en auto-hypnose, on se met en mode échec. On peut s'énerver sur soi-même en disant « Oh, j'y arrive pas, mais ça m'énerve, mais pourquoi toi tu y arrives et moi j'y arrive pas ?» J'ai remarqué aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait une majorité de féminines sur le chat. Et j'ai quand même remarqué, pour en avoir un petit peu testé autour de moi, que l'hypnose et l'auto-hypnose ont quand même pas mal de liens avec le lâcher-prise et la perte de contrôle décidée. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une méthode de protection féminine vis-à-vis de la jante masculine? Je ne sais pas. Mais les femmes ont beaucoup plus de mal à avoir du lâcher-prise. Franchement, pour avoir fait une fois un petit spectacle de genre Mesmer dans un mariage, j'ai testé toute une salle. Devant moi, sur les plus réceptifs, il n'y avait plus que des hommes. Et leurs femmes n'arrivaient pas... Je pense que ce sont des mécanismes de protection, je n'en sais pas plus, mais les femmes ont plus de mal. En tout cas, peut-être à le faire devant d'autres. Donc, si vous êtes une femme, que vous pensez que vous avez du mal à faire de lâcher prise, bah, ne faites pas ça, n'essayez pas devant votre mari, devant vos enfants, essayez de le faire toute seule. Comme ça, peut-être que vous arriverez mieux à le faire, quoi. Il y a quelqu'un qui dit c'est pour mieux supporter les hommes. Bon, pourquoi pas. Alors, je vais vous montrer les techniques. Donc, ou vous les faites en place, ou alors vous les retenez, vous ferez ça au calme tout à l'heure, sans vous mettre en mode échec. Sachez que moi, la première fois que je me suis mis en auto-hypnose, il m'a fallu à peu près 10 minutes pour commencer à rentrer dedans. Maintenant, il me faut à peu près 3 secondes.
Et même peut-être des fois moins, beaucoup moins. Des fois, à la fois, je claque des doigts et je suis dedans. Mais ça, il faut de l'habitude, hein. Si vous pratiquez plusieurs séances par jour, vous allez vraiment rentrer dedans très vite. Voilà, il y a une femme, une dame, Madame Kouchika, qui dit on aime bien tout contrôler. Ben oui, c'est parce que la vraie vie, les femmes font plus de choses que les hommes, c'est peut-être vrai aussi. Allez, c'est parti pour la focalisation du regard, qui est une des 15 techniques et qui, à mon avis, est la plus facile à faire et la plus, je pense, j'ai essayé les d'autres, mais celle-là me paraît vraiment importante. Voilà, d'abord, vous allez vous installer au calme, dans une pièce éclairée normalement, confortablement, en position assise. Vous pouvez vous mettre allongé sur le dos, hein, si vous êtes dans votre chambre, les mains posées à plat sur vos cuisses. Vous mettez-vous dans une position de relaxation. Évitez d'être dans le noir, parce que vous allez devoir focaliser votre regard quelque part. Vous respirez calmement, pas de fixette sur la respiration. N'allez pas vous dire, ouais, alors je ne respire pas par l'abdomen, donc je n'y arriverai pas. Non, on peut respirer n'importe comment en hypnose. Au début, on aime bien être dans le calme, et puis après, on peut se mettre en hypnose dans le train, dans une salle de concert. On peut se mettre en hypnose au travail, quand le chef est derrière et est en train de vous forcer à travailler plus vite, tout ça. Vous pouvez vous mettre tout à fait en état d'hypnose, dans le bruit, et avec quelqu'un qui vous énerve derrière vous. Il n'y a pas de souci. Respirez comme vous voulez, par le ventre, voilà. Bon. Maintenant, c'est là où le point est capital, et c'est la porte que vous allez ouvrir, c'est le petit 3. Vous allez chercher un point fixe quelconque devant vous, à hauteur de regard. Ça peut être un tableau, une étagère. Je vous déconseille de fixer ma chemise ou ma cravate parce que ça va vous faire mal aux yeux. Une décoration murale, une poignée de porte, un détail, une punaise plantée sur une flamme d'une bougie, un photo, un aquarium, ce que vous voulez, dans la mesure où c'est en face de vous et que vous n'avez pas la tête complètement levée ou complètement basse ou complètement sur le côté. Il faut que vous soyez vraiment dans une position de relâchement total. Vous allez fixer cette point fixe sans bouger les yeux, c'est-à-dire pas comme ça en allant à droite, en évitant de cligner les paupières, mais c'est normal de cligner les paupières. Donc si vous voulez cligner les paupières, vous le faites. Vous la fixez et vous n'arrêtez pas de la fixer. Ah, je pense que parmi vous, il y a des gens qui vont le tenter. J'ai dit au bout de quelques minutes, pour certains, ça va être 5, pour d'autres, ça va être 10, pour d'autres, ça va être 15, pour d'autres, ça va être 1 heure. Mais tout le monde va y arriver à un petit moment. Plus vous le ferez, plus vous arriverez rapidement. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous fixez quelque chose sur ça peut être l'écran de votre ordinateur aussi, hein. Vous allez voir que la vision sur les côtés va commencer à devenir floue. C'est normal. Elle peut se mettre à papillonner. C'est normal. Elle peut changer de couleur. Chez moi, ça devient couleur sépia. C'est normal. Vous fixez ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une chose qu'on ne fait jamais dans la vie. En fait, on ne fixe jamais un point comme ça. Si on est dans le métro, tout le monde a peur. On le fait dans une circonstance, en fait. On le fait quand on est devant la télévision, sauf que les regards vont à droite à gauche sur la télévision. On le fait sur un livre, sauf que le regard passe d'une ligne à l'autre. Ça, on le fait quand même quand on est sur autoroute, quand on a un point fixe au fond. En général, on est toujours le point au fond et on regarde. Et c'est pour ça que sur autoroute, on peut se mettre dans un état d'auto-hypnose non décidé. Donc, vous fixez ce point-là. Vous allez voir, l'environnement, normalement, va devenir flottant. Je vous dis, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Si vous voulez cligner des yeux, vous clignez, mais en aucun cas, vous regardez autre chose. Toujours la même chose. Parce qu'en fait, l'hypnose, vous allez stimuler, en regardant, vous allez stimuler votre cortex cérébral, votre cortex occipital, le cortex de la vue, donc derrière la tête. Et c'est là va commencer le processus d'hypnose. Alors, je vois quelqu'un qui dit on ne peut pas faire de l'auto-hypnose des yeux fermés. Si, on peut. On peut, mais pas dans un premier temps. Dans un premier temps, on fait une focalisation du regard. Dans un deuxième temps, on pourra le faire, on n'aura plus besoin de focaliser. Moi, j'ai plus besoin, je peux le faire dans le noir, il y a sans problème. Mais au début, il faut focaliser. Il faut, en tout cas, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous fixez ça. Et vous allez vous suggérer en silence que l'un de vos index, c'est plus facile, parce que c'est beaucoup plus facile que lever un bras. Vous allez fixer, vous allez décider qu'un de vos index, le droit ou le gauche, va se lever quand vous serez en état d'auto-hypnose. Mais se lever doucement, hein. Il se lève je mets la main devant la caméra, là, il se lève comme ça, quoi. C'est un petit mouvement, un tout petit mouvement. Vous lui suggérez, donc en silence, vous dites à votre inconscient, faites-moi soulever l'index.
ou simplement penser, visualisez, toujours en fixant un point fixe, visualisez votre index qui va se lever. Et vous allez avoir la surprise, et parfois, moi, c'est la première fois que ça m'est arrivé, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. Vous allez sentir votre doigt qui va se lever, alors que vous allez faire aucun effort conscient pour ça. Il se lève tout seul, comme un grand. Alors, il y en a certains ou certaines, ça va les faire décrocher de l'hypnose, c'est-à-dire qu'ils seront tellement surpris qu'ils vont en sortir. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une réaction de retrait en disant mince, mais qu'est-ce qui m'arrive? D'autres vont pleurer. Les femmes pleurent assez facilement, ou en tout cas, le fait d'avoir réussi, alors qu'elles pensaient être peut-être en mode d'échec, parfois, il y a des gens, des femmes qui se mettent à pleurer parce que elles ont atteint cette chose-là qu'elles pensaient ne pas pouvoir atteindre parce qu'elles pensaient ne pas lâcher prise. Donc voilà. Vous allez voir que le doigt va se lever. Quand le doigt se lève, ça veut dire que vous êtes en état d'auto-hypnose. Et à ce moment-là, suggérez à votre inconscient, toujours en le vous voyant, la phrase que je vous ai mise, je demande respectueusement à l'inconscient de, vous mettez votre prénom, vous ne dites pas à moi, vous dites à l'inconscient de, je sais pas, de Catherine, de Marie-Hélène, de Marine, de Martine, de Marie-Christine, de Claire, voilà, de mettre en place toutes les ressources nécessaires à, et vous mettez une suggestion et une seule, du genre mieux dormir, mieux m'endormir, être plus détendu. Une seule suggestion. N'en mettez pas un paquet de 15, il n'y a pas de promotion, c'est pas le Black Friday, il n'en entendra qu'une. Donc vous mettez une seule. C'est tout. Et voilà. Pour sortir de l'état Alors vous pouvez rester comme ça pendant des heures, en état d'auto-hypnose, très agréable comme sensation. Vous aurez le doigt qui sera levé comme ça. Et vous pouvez aussi rester comme ça pour le bien-être. Vous pouvez aussi rentrer en état d'auto-hypnose, comme je viens de vous le dire, sans suggestion, pour le fun, pour vous sentir dans un autre état. Vous allez voir, c'est un peu étrange. Et pour sortir de l'état hypnose, c'est très simple, vous dites simplement à votre inconscient d'arrêter la séance, vous demandez en pensée à votre petit doigt de s'abaisser, et vous allez émerger avec une sensation, pour ceux qui vont réussir, de plénitude, une sensation, vous n'êtes pas peu fier d'être entré en état hypnose, vous allez peut-être pour la première fois aller volontairement là où votre cerveau vous entraîne quand vous êtes sur la route, comme je vous l'ai expliqué en tout début de conférence. Voilà. Ça, c'est la méthode la plus facile. Elle marche très bien et je vous dis, elle peut aller, ça peut mettre 10-15 minutes chez certains, une demi-heure chez d'autres. Moi, dans le panel dans lequel j'ai appris toutes ces techniques, c'est rentré chez certains en une demi-heure, moi assez rapidement parce que voilà. Plus vous allez répéter ces séances d'auto-hypnose dans la journée, sans nécessairement y adjoindre, vous pouvez faire ça que pour le fun, plus vous allez vous entraîner à rentrer rapidement. Et donc, vous allez rentrer en impression en quelques secondes dedans. Voilà. Alors, quelqu'un qui dit ça ressemblerait à la méditation. Oui, on peut dire ça. Alors, excellent, cela a fonctionné très rapidement. Alors, ce qui est bien, c'est que, oui, c'est surprenant, tout à fait. Alors, moi, je vais vous le montrer. Alors moi j'ai une particularité, c'est que quand je me mets en état d'auto-hypnose, bon, j'ai pas besoin de fermer les yeux, je peux les fermer. Seule chose, c'est que quand je me mets en état d'auto-hypnose, après je vais, ça c'est dans un temps après, c'est demander à cet état modifié d'être le plus profond possible. Donc vous pouvez dire, voilà, comme le fait Mesmer, je vais faire un décompte de 1 à 5. À 1, je suis décontracté. À 2, très décontracté. À 3, mes jambes sont du coton, mes bras sont du coton. À 4, et à 5, je suis complètement en état d'auto-hypnose. Ça, vous pouvez le faire aussi, mais ça, c'est un second temps. C'est le temps d'approfondissement de l'état hypnose. Bon, il y a une dame qui dit je vois double, c'est normal. Je vais vous le montrer. Moi, j'ai une particularité, c'est que quand je rentre en état d'hypnose, je me mets en paralysie faciale, c'est-à-dire que je vais avoir la bouche qui va être déviée, je ne vais plus pouvoir parler. Éventuellement, je vais avoir un petit filet de bave bien agréable et je vais en sortir très rapidement. Voilà. Donc, je vais le faire maintenant, vous allez voir. Donc, n'appelez pas le SMUR, c'est pas un AVC. Voilà, je commence à faire mon état d'hypnose. Donc, ça y est, je lève mon doigt gauche et là, je sens la paralysie faciale. Et j'ai donc tout le côté ici qui est paralysé, avec la bouche qui est déviée, la langue qui est déviée. Alors, j'ai
je ne peux pas faire autrement que de parler comme ça. Et maintenant, je décide d'arrêter la séance et de revenir à l'état normal. Voilà, je suis revenu à l'état normal. Donc là, vous voyez, ça prend 3 secondes à peine, mais moi, j'ai fait mais je le faisais parfois 10 fois par jour, tellement j'étais content que ça aille vite. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire avec une suggestion, vous pouvez simplement le faire parce que vous avez envie de décrocher, vous avez envie de vous mettre dans votre petite bulle, et puis voilà, et puis voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est très rapide. Alors, je vous dis, vous ne mettez pas en mode échec, vous allez toutes et tous y arriver. Ça prendra du temps, vous allez tous y arriver, tous. Et donc, sachez-le que ça ne vous est pas interdit. Si vous avez les 6 régions du cerveau, je ne doute pas que vous les ayez, si vous avez ces 6 régions, vous y arriverez. Alors, une dame qui dit « je baille ». Ah oui, vous êtes dans le calme. Peut-on fixer le point sans demander à lever le doigt? Alors, c'est important, la question de Carolina de Franco est très intéressante. Le levage du doigt ou de la main ou du bras sert simplement à valider que vous êtes dans l'état d'hypnose. Ça veut dire que si le doigt se lève tout seul, sans faire d'effort, ça veut dire que vous avez atteint l'état d'hypnose. C'est pas le doigt qui vous dit que c'est pas le doigt qui fait l'hypnose, c'est le doigt qui valide l'état d'hypnose. Mais maintenant, on peut tout à fait être en état d'auto-hypnose sans lever quoi que ce soit. Moi, il y a le doigt qui se lève systématiquement et la bouche qui part de travers. Mais ça valide l'état, c'est tout. Il y a des gens qui disent que ça a fonctionné. Est-ce qu'on peut rester bloqué dans l'état d'hypnose? Non, non, non. Je vous dis, moi, le soir, je m'endors en me mettant en état d'auto-hypnose, je me réveille le matin en me disant, j'ai oublié de sortir de l'état d'auto-hypnose. En fait, j'en suis sorti. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque de ne pas pouvoir arrêter l'état d'hypnose? Non, aucun. Votre cerveau décide, vous contrôlez tout. Si vous êtes en état d'hypnose et que je vous demande de vous déshabiller, complètement, vous ne le ferez pas. Sauf si vous êtes adepte des camps de naturistes, auquel cas ça ne vous posera pas de problème, mais vous ne le ferez pas. Vous ne ferez que ce que votre cerveau vous autorise, que ce que votre système de valeurs vous autorise à faire. Donc vous avez des tas de protections dans le cerveau, on ne vous fera pas faire. Alors, il y a quand même un gars qui s'appelle Darren Brown, qui en Angleterre a fait aussi de l'hypnose et a manipulé des gens à l'hypnose pendant 1 an. Il leur a fait des plans et au bout d'1 an, les gens ont été faire un hold-up, bien sûr avec des fausses armes et tout, parce qu'il les a manipulés avec de l'hypnose. Mais ça a pris 1 an. Et ça, vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Alors, ça a fonctionné, mais mes yeux me piquaient, c'est normal. Comment sait-on si le doigt n'a pas été levé consciemment? Alors, c'est une bonne question. En fait, ça se fait tout seul. Quand on lève un bras et qu'on se met en lévitation du bras, comme moi, ça m'est déjà arrivé, la tension musculaire n'est absolument pas la même quand on est en hypnose ou qu'on n'est pas en état d'auto-hypnose. Ce sont les muscles profonds qui s'activent, on va dire. Voilà. Alors, ça ne marche pas, mais Madame Gilbert, ça va marcher. Il faut simplement prendre le temps. Vous ne mettez pas en mode échec. Plus vous allez vous dire ça ne marche pas, je ne suis pas bonne, gna, gna, moins ça va marcher. Dites-vous que ça va venir. C'est une histoire de temps. Il y en a, alors il y a quelqu'un qui nous a, met pas le doigt. Si vous avez la bouche qui s'ouvre sans le vouloir, vous êtes en état d'auto-hypnose ou d'hypnose. Alors moi non, car trop peur, je pense. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est du lâcher-prise. Mon index s'est levé, ça va trop vite là, mais je n'ai pas senti le flottement. Quand l'index se lève et qu'on ne sent pas le flottement, demandez par exemple, moi c'est ce que je fais. Là, vous pouvez, dans ce cas-là, vous commencez à fermer les yeux et vous dites que vous êtes en train de descendre une échelle. Et plus vous descendez dans cette espèce de puits, plus vous allez dans un état cotonneux et agréable. Donc, vous pouvez, sur des systèmes de décompte, à 1, je suis détendu, 2e marche, je suis de plus en plus détendu, 3e marche. Voilà, voilà. Et comme ça, vous allez arriver dans un état de détente et vous serez en état d'hypnose. Alors, il y a une dame qui dit « Je n'ai pas demandé de lever le doigt, mais mes mains ont glissé des accoudoirs. » Oui, il y a un moment où vous êtes décontracté. Comment fait-on pour s'endormir? On ne s'endort pas sous hypnose, comme je disais tout à l'heure. On est dans un autre état. Combien de fois par jour on peut le faire? Moi, je le faisais au début matin, midi, soir. Puis maintenant, je le fais quand j'ai envie. Là où il n'y a pas de moment. Si vous avez 10 secondes, 20 secondes, 2 minutes, 3 minutes devant vous, dans le train, dans le métro, vous vous mettez en état d'hypnose. Question posée précédemment pour s'endormir dans le noir. Quand vous avez bien maîtrisé la focalisation, vous n'aurez plus qu'à fermer les yeux et demander d'entrer en état hypnose. Et vous le saurez quand votre petit doigt va se lever. Vous direz, voilà, petit doigt, lève-toi quand je serai en état d'auto-hypnose. Et le petit doigt va se lever. Moi aussi, j'ai envie de rire.
Vous avez le droit. En fait, le regard se brouille, c'est normal. Dans le métro, vaut mieux, bah oui, il faut savoir quand on descend. Il y a des gens qui se mettent à loucher, pourquoi pas. Je n'ai pas bien compris comment parler à son inconscient. Bah, il faut lui parler en silence et lui demander à son inconscient de parler à l'inconscient de Corinne, par exemple, puisque vous posez la question. J'ai eu l'impression qu'autour du point que je fixais l'arrière-plan, passer du négatif au positif comme une photo pendant tout. Ben, c'est ça. Moi, je l'ai dit, voilà, vous avez été probablement dans le mécanisme d'hypnose. Il suffit d'aller devant une bougie, ça marche, bien sûr. Ça peut, en fait, et après, vous verrez, vous pourrez rentrer en état d'hypnose avec un boucan pas possible à côté de vous. Vous arrivez à le faire, quoi. On peut être souvent dans cet état sans le savoir. Oui, si vous regardez Joséphine Ange Gardien, vous allez être en état d'auto-hypnose, mais là, ce ne sera pas de votre faute. Non, vous pouvez l'être sans le savoir en conduisant la nuit sur des autoroutes. Probablement à faire régulièrement, bah, bien sûr. Ouais, si vous le faites une fois tous les 3 mois, ça ne sert à rien. Faites-le tous les jours un petit peu. Est-ce que l'hypnose peut t'aider à visualiser? Oui, bah, l'hypnose, oui. Vous faites de la visualisation positive. Ma vue s'est dédoublée sur l'objet visé, c'est normal. Ça ne veut pas dire que vous êtes en état d'hypnose, ça veut dire qu'à un moment, bah, les yeux, ils décrochent. Donnez-vous cette suggestion d'avoir le doigt qui se lève. J'ai eu une sensation d'avoir l'index levé, mais en regardant, il n'était pas réellement levé. Alors, quand il se lève, il peut se lever comme d'un petit centimètre. On ne demande pas non plus qu'il soit à angle droit avec le reste. Je me suis endormi, est-ce normal? Bon, bah, je pense que les gens vont vous détester. En tout cas, chouette expérience, d'accord. Peut-on faire de l'auto-hypnose en mouvement? Bien entendu, on peut. Doit-on penser à de belles choses pour y arriver? Non, il faut simplement demander à son petit doigt de se lever. Mais vous pouvez, hein, tout est possible. Que de bavardage? Bah oui, je suis désolé, mais il faut que j'explique pour que les gens comprennent. Peut-on se projeter dans un lieu précis? Ah oui, alors il y a les gens qui font des voyages, on appelle ça de l'hyper-empéria, qui voyagent, qui se projettent dans l'espace, qui vont visiter des planètes. Alors bon, c'est des concepts un petit peu fumeux, mais on peut effectivement sortir de son enveloppe et partir. Alors, c'est de la visualisation pure, là. La sensation d'après est magnifique, bah oui. L'hypnose nous permet de nous détendre pendant des actes. C'est génial et ça impressionne le personnel. Bah oui, c'est vrai. Et en marchant, bah oui, on peut faire de l'hypnose quand on veut. Alors moi, je l'ai fait en voiture, je vous le déconseille parce qu'il y a quand même un petit côté dangereux. Alors, je suis souvent en auto-hypnose et c'est un délice de délivrance. Bah oui, c'est vrai qu'on se sent bien après. Merci de répondre sur le fait de s'endormir. Alors, je ne comprends pas quelle est la question de madame ou de monsieur, madame ou monsieur Landry, je ne sais pas. Hypnose et maladie de peau. Alors, vous savez quand même qu'il y a beaucoup de maladies de peau qui sont liées au psychologique, hein, au psyché, à la psyché. Il y a des gens qui font des boutons de fièvre quand ils sont stressés, d'autres qui font des crises de psoriasis quand ils ont un stress. Donc effectivement, on va peut-être pas soigner le problème de peau, mais on va peut-être diminuer la fréquence des crises et amener peut-être une détente qui permet éventuellement de moins souffrir de tous ces problèmes-là. Pour une opération, ça me ferait peur. Alors, effectivement, les Chinois, ils peuvent opérer, mais faire des grosses opérations à thorax ouvert. L'anesthésiste n'est jamais loin avec la seringue pour pousser si la personne se réveille. Ça va être une sensation assez désagréable d'avoir le thorax ouvert avec quelqu'un qui farfouille dedans, une personne qui est consciente, franchement consciente. Mais les Chinois, ils pratiquent ça depuis des années. Et en France, on commence. Hein, il y a plein de choses qui se font sous auto-hypnose, sous hypnose, dans les services, dans les blocs. L'anesthésiste n'est jamais très loin, mais ça permet de faire des petits actes. Et pour la peur de l'avion, pareil, c'est du stress. Ben, l'hypnose, l'auto-hypnose, c'est génial. Vous faites une bulle de protection. Vous suggérez à votre inconscient de ne pas avoir peur de l'avion, que tout va bien se passer. Et normalement, tout va bien se passer, vous allez voir. Que pensez-vous des stages d'auto-hypnose? Ben, le plus grand bien, puisque moi j'en ai fait. Ben, de toute façon, tous les gens, les hypnothérapeutes, ils sont tous passés par des stages, par des formations. Donc, on n'apprend pas, bon, on peut apprendre dans les livres, hein, mais moi j'ai fait beaucoup de stages et je vous engage tous à en faire. Il y en a sur Paris, il y en a partout en fait. Et c'est pas très cher. Et vous avez des stages d'auto-hypnose en province aussi. Il y a plusieurs. Il y a l'Institut français d'hypnose, il y a l'Arche, il y a Synapse. Il y a plein d'instituts qui font des stages. Parfois, c'est même, ça peut être pris en charge par la formation professionnelle et ça vous permet de vous développer là-dedans. Quelle différence avec la méditation? Bah, comme je vous dis, la méditation, c'est pas. Je me permets d'intervenir parce que. On est à 1h03. On est à 1h03, c'est fini, normalement.
Parce que si on veut juste parler très rapidement de la source bibliographique qui était sur la slide suivante sur un sujet. Alors, je vais vous mettre la source bibliographique, donc voilà. Hypnose, c'est un gros livre là qu'on trouve facilement dans les Fnac, etc. Et je vous ai mis quelques petits, quatre autres articles. Bon, c'est simplement pour prouver qu'il y a des sources, quoi. Voilà. Donc, je vous engage toutes et tous à essayer de ne pas vous mettre surtout pas en mode j'y arrive pas, en mode échec. Dites-vous, vous allez y arriver. Ça prendra du temps, mais tout le monde y arrive à un moment ou à un autre. Voilà. Et je vous souhaite aussi à tous et à toutes bonnes fêtes. Ainsi qu'à Françoise et Sabrina. Voilà. Fête de l'auto-hypnose. Il y aura peut-être un auto-hypnose au pied du sapin. Voilà. Enfin, j'espère. Donc, merci beaucoup, Daniel, pour cette conférence. Nous allons clore cette rencontre. Merci à tous pour votre participation et ces échanges. On vous remercie également de noter ce webinaire. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction qui va s'afficher vraiment dès la fin de la rencontre et il nous permet d'adapter au mieux nos rencontres à vos besoins. Donc, le lien d'inscription pour la conférence, il est disponible dans le fil de discussion tout en haut de l'échange. Le replay de ce webinaire va vous être adressé par mail dès la fin de la rencontre. Et on vous rappelle également que la documentation, donc le support qui vient de vous être projeté à l'écran, il est disponible en bas à droite de votre écran en cliquant sur la touche Apps. Donc, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite une très bonne soirée, de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.